La radio est un art aveugle. Yeah, it's quite cool. Et ensuite, Au début, c'était des déformations, c'était des coupures. il y avait un crocodile qui dormait dans l'herbe. Et ensuite, les bébés sages, ils s'étaient perdus. Énormément, très méchants. Bonjour, bienvenue à tous et toutes dans l'univers sonore des interviews d'Eric Cooper. C'est quoi les interviews d'Eric Cooper, me demanderont ceux qui viennent de découvrir ce podcast. Eh bien, c'est un podcast natif qui vous permet de découvrir virtuellement des personnes passionnantes et passionnées. C'est avec une citation que l'on démarre, comme d'habitude, ce podcast. La démence est héréditaire, mais vous pouvez aussi l'attraper par vos enfants. Citation de Sam Levinson, qui est humoriste américain. Nous avons deux invités dans ce podcast aujourd'hui, Anne Siro et Raphaël Balboni. Ils sont les réalisateurs d'un film que je vous suggère vraiment d'aller voir. Et si jamais il n'est plus sur vos écrans, eh bien, achetez-le en DVD. C'est Une vie démente. C'est un film qui raconte l'histoire d'Alex et de Noémie qui voudraient bien avoir un enfant. Mais attention, parce que voici que débarque Suzanne. Je ne vous en dis pas plus. Allez franchement voir ce film donc qui s'appelle, je vous le rappelle, Une vie démente. Et tout de suite, la première question que j'ai posée à Anne Siro et Raphaël Balboni, comment est-ce qu'ils se sont rencontrés? Comment est-ce qu'ils ont démarré leur travail ensemble? Alors en fait, on s'est rencontrés à l'époque, donc Anne Siro écrivait une pièce de théâtre. Et moi je l'ai lu, j'ai trouvé ça vraiment chouette. Et donc on a décidé d'adapter cette pièce de théâtre pour faire un court-métrage qu'on a tourné il y a un petit temps déjà, qui s'appelait juste La lettre T. Et donc c'est sur ce projet, alors on a tourné un premier cours avant, parce que ça a mis du temps à se monter ce projet, mais c'était le début de notre collaboration, quoi. Vous travaillez à deux, comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a des tâches bien définies ou bien chacun de vous fait tout ensemble en fait? Alors au niveau de l'écriture, je pense qu'on travaille vraiment ensemble dans le sens où peut-être que moi je vais arriver avec les tout premiers textes, mais ensuite une fois qu'on s'est mis d'accord sur ce qu'on voulait raconter et sur, on va dire, sur le socle du projet, on s'échange le texte. Raphaël va faire une couche et puis ensuite il me l'envoie, on en discute et puis moi je vais reprendre et en fait on se donne le relais comme ça en permanence à l'écriture et à la réalisation. En fait nous on travaille avec énormément de préparation, c'est-à-dire qu'on implique les comédiens très tôt, on filme nos répétitions qu'on monte et on fait une espèce de maquette du film qu'on complète au fur et à mesure de nos avancées. Et du coup, tout se fait beaucoup en concertation à partir de cette maquette. Et c'est aussi un outil qu'on utilise pour communiquer avec l'équipe, avec les comédiens, les comédiennes. Et oui, du coup, c'est compliqué on ne se donne pas vraiment de spécialité vu qu'on va réagir à tout par rapport à cette maquette. On va dire, là, la mise en place ou le découpage de cette scène, l'un ou l'autre va pas être très convaincu et du coup à partir de ce mauvais ressenti-là, on va essayer de refaire une répétition qui va servir aux comédiens mais qui nous sert aussi beaucoup à nous pour repenser la façon de filmer la scène. Donc comme c'est très préparé, ça nous laisse l'espace à chacun de nous impliquer dans tout. Et puis à force de se connaître, je pense qu'au début sur les premiers films, après chaque prise, on discutait entre nous pour se mettre d'accord sur ce qu'on allait dire aux comédiens. Maintenant, ça fait un petit temps quand même qu'on fonctionne ensemble, on a fait pas mal de films. Du coup, quand on dit couper, on va vers les comédiens sans se concerter, on parle aux comédiens à deux voix. Et on n'a pas peur non plus de pas forcément toujours être d'accord. S'il y a un moment où on dit quelque chose d'opposé, on va en discuter devant tout le monde, c'est pas un souci. C'est aussi parce que peut-être on a plus confiance en nous. Mais en tout cas, du coup, on fait tout à deux et de manière avec tous les postes, quoi. On se définit aucune tâche chacun, quoi. Comment vous êtes devenus réalisateur et réalisatrice? Moi, je suis un peu devenue, on va dire, en passant d'une chose à l'autre parce que j'ai une formation scientifique. Moi, j'ai fait des études scientifiques au départ et puis j'ai fait des études d'urbanisme. Mais tout cela était toujours beaucoup mêlé d'implication dans des projets de théâtre, de cirque. Et du coup, de proche en proche, ensuite j'ai rencontré Raphaël. On a commencé à faire ce projet ensemble. Et donc, du coup, c'est venu par... par dérivation. Moi, c'est plus. Moi, j'ai fait une formation théorique en cinéma à Paris, puis l'IAD, donc une école de cinéma.
Et donc en réalisation, et puis ensuite je suis devenu réalisateur, donc c'est un peu classique comme parcours. Alors, Une vie d'aimante, c'est votre dernier film, c'est une comédie dramatique. Est-ce que c'est un thème délicat à traiter et est-ce que c'est facile de le traiter avec un petit sens de l'humour quand même ? C'est un sujet dont on voulait parler parce que on a vécu cette situation, enfin une situation assez similaire en tout cas d'un de nos parents qui a eu cette maladie, une maladie de type Alzheimer. Et dès le départ, l'idée c'était justement par rapport à ce qu'on vivait, il y avait quelque chose de décalé, de burlesque, de drôle aussi, de très vivant dans ce qu'on vivait, et c'est ça dont on voulait parler tout de suite. Donc ce côté, ce rapport à l'humour qu'il y a dans le traitement qu'on fait dans le film, c'était vraiment une volonté dès le départ, c'est pour ça qu'on faisait le film en fait. Est-ce que ça a été facile dans le fond de faire un film qui est, si je comprends bien, un peu basé sur des faits réels ? Alors, ça a été tout un travail on voulait transmettre certaines choses de la réalité, mais on a façonné ça de façon fictionnelle pour les transmettre de façon la plus efficace possible. C'est-à-dire qu'on a aussi créé des choses de fiction narrative pour transmettre au mieux des sensations et des émotions qu'on avait eues dans l'expérience réelle. Est-ce que justement ça, l'expérience d'avoir peut-être vécu les événements qui sont un peu décrits dans le film, ça a facilité, peut-être l'écriture du scénario ou pas ? Oui, donc ce qui facilite l'écriture du scénario par rapport aux anecdotes qu'on a vécues, c'est qu'on a une multitude d'idées, d'anecdotes, de choses qu'on pouvait puiser dans toutes ces choses qu'on avait vécues. Donc ça, c'est riche pour l'écriture. Ensuite, il fallait façonner ça de manière organisée. Enfin, il fallait raconter une histoire. Et donc ça, c'était tout un travail qu'il fallait faire. Et tout ce qu'on a pu vivre n'aidait pas du tout là-dedans, quoi. Et ce film, il raconte quelle histoire ? En quelques mots, vous pourriez peut-être nous en donner le synopsis ? C'est l'histoire d'un couple qui apprend et qui devient parent de façon compliquée parce qu'ils doivent en même temps gérer la maladie d'un de leurs parents à eux. C'est aussi l'histoire d'un fils qui accepte que sa mère n'est plus une mère pour lui. En préparant cette interview, j'ai vu sur le site synergie.be que dans votre film, il y avait une pointe de cinéma burlesque à la Tati. Tati vous a inspiré ou pas ? En tout cas, oui, on aime beaucoup Tati, c'est sûr. Je pense pas que ce soit une inspiration. Enfin, peut-être. Après, on est inconsciemment, on ne sait pas, mais oui, Tati, c'est très intéressant. Après, j'ai l'impression que nous, on a une manière quand même beaucoup moins composée de travailler, beaucoup moins. On travaille de manière beaucoup plus organique, avec beaucoup d'improvisation. Les choses sont moins construites que dans des films de Tati. J'ai l'impression. Après, on peut tout à fait y retrouver des similitudes, je ne sais pas. J'ai l'impression qu'on a en fait tout un panel de cinéastes qui nous inspirent et que peut-être Tati peut faire partie d'eux. Ensuite, nous, on s'inspire aussi beaucoup. On est aussi des grands amateurs de danse et de scène. Et du coup, on essaye aussi de se laisser imprégner par beaucoup de choses qui sont des influences autres que du cinéma. En plus, pour nous, regarder de la danse ou des travaux scéniques, ça nous met ailleurs parce qu'on est moins, quand on regarde un film, même s'il y en a plein qu'on adore, on est quelque part un peu... Il y a notre esprit de travail qui se réveille, alors que devant un spectacle, on peut un peu plus se laisser aller au spectacle. Quelques réalisateurs peut-être qui vous inspirent ? Roy Anderson, Maurice Pialat, Miranda Julie. Enfin voilà, des gens qui font des choses très différentes en fait. Vous avez les mêmes inspirations ? Oui, on est en tout cas attiré par le même type de cinéma. Mais on pourrait en citer d'autres. Delphine et Kervern par exemple. Qui démarrent aussi eux avec leur premier film Altra, enfin un des premiers en tout cas
de manière un peu aussi très burlesque, très décalée, très artisanale. Quand on réalise un film belge, est-ce qu'il faut penser aussi qu'il va être vu et apprécié bien sûr dans des pays étrangers, et donc il faut faire attention à certains détails, par exemple éviter certaines expressions typiques, comme expressions qui sont belges, comme aller se faire peler, j'ai un œuf à peler avec toi, ou bien vous n'en tenez absolument pas compte et vous vous dites que dans le fond en France ou même au Canada, ils comprendront le film même s'il y a des belgicismes dedans. Oui, moi je pense qu'au contraire, il faut absolument garder tous les belgicismes, parce que c'est en étant justement local et avec notre manière de parler, parce que parler de manière universelle, c'est souvent un peu, c'est pas très précis. Quand on perd les accents, quand on voit dans le film, il y a Kevin qui joue comme ça un accent un peu plus, on va dire, différent des autres personnages. Enfin, c'est ça qui va fonctionner, c'est aussi d'avoir des choses plus précises, plus locales, plus... Non, moi je pense qu'il faut à tout prix éviter d'enlever, de gommer ces choses-là. C'est hyper important. Oui, moi aussi j'ai l'impression que c'est pas une bonne idée Enfin, j'ai l'impression que c'est une mauvaise croyance de penser que parce qu'on efface les particularités de la langue ou d'un pays, qu'on va atteindre plus de monde à l'international. J'ai l'impression que c'est un peu une illusion, que c'est pas vrai. Le public à l'international ne veut pas être freiné par des particularités locales, au contraire. Je vois, on a fait un court-métrage là, qui sort maintenant, qui s'appelle Des choses en commun. Et dedans, il y a un jeu, à un moment donné, une blague sur le fait que... sur des communes de Bruxelles. On fait un jeu sur une blague entre les communes de Bruxelles, celles qui sont loin, celles où on ne va pas souvent. Et on l'a montré à l'étranger, donc les gens ne comprennent pas vraiment de quoi il s'agit, mais en fait les gens rient quand même parce qu'ils comprennent l'idée, ils ne connaissent pas la commune en question, mais ils comprennent l'idée de la blague, et donc ça fonctionne. Alors qu'on parle de choses très locales, nous on nous a dit, je me rappelle à la première projection à Bruxelles, on nous a dit « Ah là, mais ça c'est des blagues pour les Bruxellois, comment vous allez faire à l'étranger avec ça ?» Ça marche en fait, les gens se marrent, ils comprennent l'idée, et voilà, mais ça suffit quoi. Vous avez cité Kevin, un des acteurs. Les acteurs, vous les avez sélectionnés comment ? Alors il y en a deux avec qui on avait déjà travaillé. C'est les deux hommes, Jean Lepelletier et Gilles Remiche, qui jouent Alex et Kevin. On avait déjà travaillé avec eux, donc c'était clairement la continuation d'une collaboration. Et par contre, Lucie Debay et Jo Dezer, qui jouent Noémie et Suzanne, c'était vraiment la première fois qu'on travaillait avec elles. Lucie, on avait déjà vu plusieurs fois, on l'avait déjà vu travailler dans plein de choses, sur scène et au cinéma. Donc c'était quelqu'un avec qui on avait vraiment envie de tenter de fabriquer quelque chose. Et Jo, on l'a réellement rencontré pour le projet par contre. C'est quelqu'un, on s'est dit ok, il nous faut une femme de cet âge-là, réfléchissons à qui pourrait le faire. Et on a vu Jo Dezer dans Le Petit Chevalier d'Emmanuel Mars, qui jouait une juge. Et il y avait quelque chose dans sa façon de jouer qui était un peu distancié, comme ça, qui nous interpellait. Et on a fait un essai avec elle et c'était immédiat, en fait, le choix. Est-ce que dans ce film, il y a un message que vous avez envie de faire passer ? J'ai l'impression qu'on essaye de partager des questionnements qu'on a, nous, avec le public, qu'on essaie de se dire comment faire pour vivre positivement les problèmes qui nous arrivent, comment faire pour vivre positivement le déclin de nos parents. Voilà. Alors c'est un film inspirant dans le fond, parce que quand on se marie pour le meilleur et pour le pire. Avec les parents, c'est un peu idem, on est avec eux pour le meilleur, mais aussi pour le pire. Et lorsque ils déclinent un petit peu, vous démontrez qu'il ne faut pas s'en débarrasser, il faut les accompagner jusqu'à la fin, je dirais. Je ne sais pas trop si c'est ça qu'on... Ce qu'on expose, c'est que voilà, Alex, en tout cas, il veut s'occuper de sa mère, il veut gérer cette situation. Ils sont dans une famille assez aisée qui leur permettent de pouvoir gérer ça à domicile. Mais voilà, ça ne règle pas les problèmes. Ils n'ont pas de problème financier dans cette famille. Mais par contre, ça ne règle pas pour autant la situation. Et toute la problématique qu'il a, lui, de devoir lâcher prise, de devoir accepter la situation, elle est toujours présente. Même si on enlève toutes les contingences pragmatiques, logistiques, financières, on est toujours face au même problème en fait. C'est comment accepter, comment lâcher prise, comment accepter la situation, comment l'embrasser et comment essayer de vivre ça de manière positive. Donc c'est surtout ça que ça raconte. C'est pas du tout une espèce de
bonne manière de faire, parce qu'il ne fait pas bien. Alex, au début, il s'en sort pas du tout. Il devient même presque violent avec sa mère, donc c'est pas du tout juste à un moment donné, on essaie de montrer un personnage qui va se débattre et puis qui, à un moment donné, va réussir à faire le pas. Mais on ne sait pas ce qui se passera demain, on ne sait pas, la suite du film, on la connaît pas, donc on montre un état d'un personnage qui va être face à cette situation complètement démunie et qui, à un moment donné, quand même, trouve la voie pour accepter la situation de manière plus positive. Et vous avez eu des retours de personnes qui vous disent on a vécu la même chose et votre film les a touchés en fait, ces personnes-là? Oui, il y a ça. Il y a des personnes qui nous parlent de leur propre expérience avec leurs parents. Je pense que le film leur fait revivre certaines choses et les fait repasser au travers de cette expérience d'une autre manière. Ensuite, je pense que c'est souvent douloureux. Je pense que ces moments-là, et c'est tellement tabou, la vieillesse et le déclin physique, qu'en fait, c'est des expériences que les gens ont vécues de façon très secrète, j'ai l'impression. Que c'est pas des choses dont on parle très aisément. En fait, hier, il s'est passé ça avec ma mère. On va pas c'est quelque chose avec lesquels on reste très pudique. Et parfois, j'avais la sensation, quand les gens venaient me parler de ça, que quelque part, le film donnait l'autorisation, j'espère qu'il donne l'autorisation, de juste partager cette expérience-là. Parce que c'est une expérience très intense, donc pleine de moments très malheureux, aussi de moments très heureux, je pense. Mais il y a d'ailleurs des gens qui nous ont dit, mais c'est vrai que parfois, quand les parents deviennent plus fragiles, on se rapproche d'eux. Parce que peut-être on avait des relations compliquées avec avant, et peut-être que ce nouvel état des choses permet de faire naître un autre lien. Donc c'est pas toujours le cas. Parfois ça se passe mal dans la vieillesse des parents. C'est hyper difficile et c'est compliqué de pas être en échec là-dedans. Mais peut-être que ça... En fait, nous, c'est ça qu'on essaye de transmettre, c'est que ça peut réécrire les choses, ça peut permettre d'expérimenter autre chose dans son lien aux parents et dans son lien à l'existence aussi, que c'est des choses très substantielles qui nous sont données à vivre et qu'en tout cas, quelle que soit la manière dont on les traverse, parce que nous, on respecte tout à fait les gens qui placent leurs parents dans des structures d'accueil, c'est normal, on fait comme on a envie et comme on peut et comme on fait ce qui nous paraît juste, mais que quelle que soit la configuration, c'est une expérience à bien traverser parce que je pense qu'elle nous laisse des choses assez riches en fait, en termes de philosophie et de vécu. Mais c'est vrai que sur la parole, nous, très tôt, on s'est mis à parler à nos proches de ce qu'on vivait dans cette situation. Et c'est vrai que c'était peut-être pas commun comme discussion. Puis on était très jeunes aussi. Et c'est ça la particularité d'Alex et Noémie, c'est qu'ils sont assez jeunes. Ils sont en train de démarrer leur vie, que cette situation leur arrive. Et donc, nous, on en parlait beaucoup. Et c'est vrai que les récits qu'on en faisait, ça faisait qu'avec nos amis, parfois on se mettait à rire beaucoup de ce qui se passait, parce qu'il y avait des moments très drôles. Et c'est aussi ça qui a fait émerger le projet, c'est qu'à un moment donné on se disait, mais oui, mais tous ces récits, c'est tout ce partage qu'on fait avec ses amis, il y a quelque chose de vivant et de très chouette qui se passe quand on en discute. Et notre métier, c'est de faire des films, donc peut-être mettons ça dans un scénario et faisons un film avec ça. On parle de films. Vos projets, c'est quoi? Vous avez déjà un prochain film en préparation? Alors oui, on va tourner l'été prochain, l'été 2022, un nouveau long-métrage qui s'intitule « Le syndrome des amours passés ». Et qui va parler de... Donc c'est l'histoire de Rémi et Sandra, qui eux aussi veulent un enfant. Mais ils n'y arrivent pas, et on n'arrive pas à trouver ce qu'ils ont. Les gynécologues n'arrivent pas à comprendre quel est leur problème, jusqu'à ce qu'enfin un spécialiste danois trouve qu'ils ont le syndrome des amours passés. Et pour devenir fertiles, ils doivent recoucher avec toutes les personnes avec qui ils ont déjà fait l'amour dans leur vie. Merci à vous, Anne Siro, Raphaël Balboni. Je rappelle donc, vous êtes les réalisateurs et réalisatrices de ce film Une vie démente. Nous étions au cinéma Le Palace à Bruxelles pour faire cette interview. Une vie démente, vous pourrez y applaudir les comédiens Jo de Seur, Jean Lepelletier, Lucie Debay et Gilles Remiche. Alors, si vous nous écoutez, sachez que je vais vous demander de liker. Si vous avez liké, bien sûr, ce podcast, si vous l'avez aimé, eh bien, vous poussez sur like. Vous le partagez, merci, sur les réseaux sociaux.
si vous avez aimé, toujours. Si vous n'avez pas aimé, eh bien, il y a probablement déjà longtemps que vous ne m'écoutez plus. Abonnez-vous aussi, ça vous permettra d'être tenu au courant de la publication du prochain podcast. Un petit commentaire, un petit coucou, faites-moi bonjour. Il y a plein de gens qui le font. En fait, ils ne font pas de commentaires sur le podcast. Ils me disent simplement bonjour des 4 coins du monde. Et c'est vrai que ça me fait un peu des copains comme ça, un petit peu partout. Allez, sur ce, je vous dis merci, que la force soit avec vous et à très bientôt. Ça y est, c'est fini.